Eh bien, c'est la palabre du soir sur votre émission Le Soir. Voilà, des mots se ressemblent et j'ai invité pour vous deux citoyens de ce pays qui connaissent un peu le système éducatif, plus ou moins le système éducatif du Bénin. Je voudrais vous présenter le premier, Ulrich Alavo, il est entrepreneur. On pourrait également le dire, honoraire par ailleurs, prestataire de services pédagogiques à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Bonsoir à vous. Bonsoir, Romuald. Oui, Merci pour la disponibilité. c'est moi. Serge Defogui, journaliste spécialiste des questions d'éducation, fils d'enseignant, pourquoi pas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Romuald. Bonsoir, cher aîné Ulrich Alavo. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est toujours un grand rendez-vous de plaisir que nous prenons et aussi avec plaisir avec vous. Très bien. Merci beaucoup. Ce qui nous rassemble ce soir, c'est bien l'évaluation qui a été prévu ou qui est prévu pour le compte des enseignants vacataires du secondaire. Vous savez, après cette évaluation qui avait été administrée, bien évidemment, au profit des enseignants de la maternelle et du primaire. Donc, nous allons en parler avec vous. L'évaluation pour vous, quel regard vous portez quand on parle d'évaluation? C'est quoi pour vous, Ulrich Alavo? Oui, donc merci, Romuald Goumi, pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs de ETélé. Je pense que quand on parle d'évaluation, on veut pouvoir faire un point sur les connaissances. Donc, évaluer, c'est faire le point. C'est faire le point parce que entre-temps, on a donné de la connaissance. On a permis aux gens d'acquérir un certain nombre de notions. Et à la fin, on se dit, bon voilà, il faut évaluer, il faut faire le point pour voir mais qu'est-ce qui est resté. Est-ce que le message est réellement passé? Est-ce que tout ce qu'on a eu à dire, parce que lorsque vous donnez des notions, des connaissances à quelqu'un, il a la possibilité de poser des questions. Pour mieux comprendre, il a la possibilité de faire des recherches pour vous amener sur d'autres terrains afin d'avoir une vue globale de votre sujet, du sujet sur lequel vous êtes en train d'enseigner. Donc, à partir du moment donné, quand même, il est important de voir, mais voilà, bon, nous avons fait un certain nombre de temps ensemble. Aujourd'hui, quel est quand même le niveau? Est-ce que mon message est passé? Est-ce que ceux que j'ai eu comme interlocuteurs ont reçu le message? Est-ce que il y a quand même encore quelques problèmes au niveau du message qui est passé? Tout cela permet de faire le point pour voir s'il faut revoir la façon d'enseigner. Si celui qui est devant nous a réellement la possibilité qu'il faut pour peut-être après transmettre ce savoir que vous lui avez donné À d'autres personnes ou utiliser ce savoir-là dans les entreprises pour quand même être un citoyen à part entière qui a pour ambition de développer son pays parce que, il faut le dire, l'éducation, la connaissance, tout ça, c'est l'État qui quand même décide d'accompagner pour qu'on puisse avoir des cadres qui ont des compétences pour faire développer le pays. Très bien. Serge Defogui, est-ce que vous avez la même appréhension que Ulrich Alavo de ce que vous considérez comme évaluation, quand on parle d'évaluation d'abord? Oui, quand on parle d'évaluation, c'est un contrôle de connaissances. Quand on parle de contrôle de connaissances, c'est parce qu'à un moment donné, on a transmis ou bien on a donné certaines connaissances à un individu et après quelques temps, on a cherché à contrôler si cette connaissance-là cette connaissance-là est restée ou elle n'est pas restée. Donc c'est dans ce cas-là on arrive à évaluer les gens pour savoir exactement ce qu'ils disposent encore comme connaissance de ce qu'on les a inculqués comme connaissance. Vous savez que l'évaluation qui avait été organisée ou initiée au profit de ceux qui relevaient du ministère des enseignements maternels et primaires avait soulevé beaucoup de polémiques à l'époque et aujourd'hui on prévoit aller plus loin, aller dans un autre sous-secteur de l'enseignement aujourd'hui. A-t-on appris du passé
pour pouvoir corriger ce qui s'était véritablement passé? Je ne saurais l'affirmer, mais de toutes les manières, moi, je trouve que le gouvernement a fait d'abord un certain nombre d'enquêtes ou bien de travail avant de vouloir maintenant évaluer le niveau des enseignants, le niveau de ceux-là qui donnent des cours dans nos lycées et collèges, afin d'apporter la solution qu'il faut et de façon juste. Ceci dit quoi? Que l'intention du gouvernement n'était pas de renvoyer ceux qui ne vont pas réussir à ce contrôle-là. Mais ils vont juste détecter, voilà, si c'est en français ou en mathématiques, que les enseignants n'arrivent pas plus ou moins à s'adapter au programme et tout. Et dans ce sens, on va pouvoir les former. Mais je crois qu'ils ont compris que le gouvernement veut faire pareil que le Niger qui, entre-temps, a organisé un genre, quelque chose comme contrôle de connaissances et après, c'est les renvois qui ont suivi. Donc, c'est ça qui les a laissés un peu réticents. Je pense que le gouvernement devait tirer leçon de ce qui s'était passé et peut mieux communiquer autour de ce qui veut se passer, exprimer sa bonne foi de ce que voilà qu'il n'organise pas ses examens pour renvoyer, comme les gens ventilent aussi dans l'opinion publique, comme les gens ont l'habitude d'intoxiquer. De toute façon, lorsque ça a eu lieu au niveau du sous-secteur de la maternelle et du primaire, jusque-là, nous n'avons pas encore connu de renvoi. Mais en termes d'évaluation... Mais beaucoup ont boycotté, c'est ce dont nous parlons. Que les gens ne boycottent plus. Ce dont nous parlons, vous avez déjà vos contrats et tout, mais l'État dit, je veux vous former. Mais avant de vous former, j'aimerais savoir exactement là où vous avez des difficultés. Mais les gens n'ont pas compris ça dans ce sens. Quand on est enseignant, qu'on soit honoré ou non, véritablement, est-ce qu'on devrait être hostile à une évaluation qui pourrait permettre et favoriser qu'on puisse vous recycler ou vous proposer à un certain nombre, à une série de recyclage, par exemple, de formation? Oui, moi, je le dis, hein, je donne un petit exemple. Je suis enseignant honoraire, je vous l'ai dit. Mais quand je décide d'évaluer et que je remarque que mes apprenants ont peur, c'est qu'il y a un problème. Ils ont un problème. Et le problème peut être situé à plusieurs niveaux. On va pas rentrer dans ces détails-là. Mais il faut quand même comprendre que quand un apprenant commence par avoir peur pour une évaluation, c'est que soit le message n'est pas bien passé ou carrément il se reproche des choses. Vous voyez? Donc en réalité, il faut le dire, hein, la plupart de ceux qui enseignent aujourd'hui dans les collèges, il y en a de différentes catégories. Il y a des gens qui ont fini l'université, qui sont directement entrés dans la vente de leurs heures. Bon, disons que c'est ça. Vous le dites comme ça? Pas comme ça. C'est des honoraires, ils sont payés à l'heure, il faut le dire. Justement. Donc, des gens ont quitté l'université, ils sont rentrés directement dans le circuit. Bon, il y en a qui n'ont même pas fini l'université et qui ont commencé. Parce que déjà, après le diplôme de Bac plus 2 dans certaines facultés, vous avez cette possibilité-là de le faire. Il y en a qui ont carrément fait des écoles professionnelles. Je le dis, quand vous faites par exemple l'EPAC, des filiales EPAC, vous êtes polytechnicien, vous n'avez pas... c'est un exemple que je donne. Vous ne pouvez pas aller enseigner un certain nombre de matières. Dans les collèges, c'est pas possible. Vous voyez, c'est un peu... Vous n'avez pas été formé pour enseigner. Bon, maintenant, il y a une dernière catégorie, c'est que c'est des gens qui ont fini l'université, qui sont peut-être allés travailler, qui ont fait autre chose pendant des années, et qui, un matin, disent, bon, voilà... pour ma transition, je deviens enseignant honoraire. Je deviens enseignant honoraire. Donc, ils reviennent à la craie. Donc, c'est important qu'à partir d'un moment donné, quand on veut faire une belle réforme, parce qu'aujourd'hui on le sait, de plus en plus les parents n'ont plus le temps de suivre les enfants. Donc, aucun parent aujourd'hui ne peut être contre cette réforme d'évaluation, parce qu'il y a des parents quand même
qui à la maison remarque que l'enseignant a des carences. Parce que s'il a un peu de temps de prendre le cahier de son enfant, tout ça, il peut arriver qu'il voit des contes vérités, tout ça. Bon, ce n'est pas la règle, mais ça peut arriver. Donc, à partir du moment donné, quand on décide d'évaluer, il faut quand même faire un point. Parce qu'on veut faire une réforme. Il faut évaluer, il faut voir les connaissances, il faut voir, mais voilà, c'est à quel niveau, quelles sont les difficultés que ces enseignants ont. Est-ce qu'ils ont les compétences qu'il faut pour pouvoir enseigner nos enfants? Et puis après, quand on a fini cette évaluation-là, et on fait le point, on dresse maintenant, disons, le pédigré de ces enseignants-là. Et quand on dresse le pédigré, on se dit, bon, voilà, ils ont besoin de renforcement de capacité dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Vous voyez, là, c'est clair et on ne va pas de coq à l'âne. Le cible est clair, les formations sont claires et puis on est sûr qu'avec une telle réforme, que l'on va gagner à coup sûr en changeant beaucoup de choses dans notre système éducatif. Donc, moi, j'estime quand même que boycotter, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Parce que il faut d'abord accepter qu'on a quand même des difficultés. Mais il y a une difficulté, puisque vous parlez de difficultés, cela me permet de vous relancer en entendant de retrouver Serge Defoki. La difficulté aujourd'hui, c'est que des enseignants honoraires surtout éprouvent des difficultés à pouvoir s'alimenter, parce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, on pourrait quand même le dire, ils n'ont pas, vous savez, ce dont il s'agit, les espèces, le salaire. Je suis entièrement d'accord que... Est-ce que cela peut amener un enseignant à être hostile à une telle évaluation, par exemple? Bon, ventre affamé n'a point d'oreille, on le dit souvent, donc il faut le dire. Mais je pense que ça, c'est un problème passager que le gouvernement va pouvoir régler. Et j'ai entendu dire qu'il y en a dedans qui ont commencé, il n'y a pas à recevoir. Donc, il faut le dire, le gouvernement n'est pas contre les enseignants. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais ça va pouvoir se... Je ne pense pas qu'il faut prendre ça comme un argument et refuser quand même d'être disponible pour l'évaluation. Je ne pense pas. Très bien, c'est la même question. C'est la même question. Moi, déjà, j'aimerais dire qu'on ne devait pas prendre ça là comme un argument pour ne pas aller composer. Mais dans le même temps, j'aimerais nous inviter à avoir un regard je dirais, bienveillant envers ces enseignants et comprendre aussi un peu, partager un peu leur peine. Et ce n'est pas aussi facile comme on le dit. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, l'ancien président Kérékou dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Il y en a, vous savez, la galère, ce que ça peut créer là. Vous pouvez beau connaître la chose, mais quand vous êtes embrouillé, quand vous ne vous alimentez pas bien, d'accord, parfois on dit de n'importe quoi. Donc il y a ces cas-là aussi qu'on ne devait pas négliger. Pendant longtemps, on a compris que la situation des vacataires, ou bien je dirais des enseignants de façon générale, n'a jamais été une préoccupation du gouvernement. La situation des enseignants a été toujours reléguée au second rang, ou bien carrément abandonnée, marginalisée. Et c'est ce à quoi on est habitué. Aujourd'hui, qu'on soit président de la République, ministre, tout ce que vous voulez, on a pris par les mains de ceux-là. Et si nous sommes là aujourd'hui, nous devons leur être un peu reconnaissants. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas du tout ça. Non, mais quand vous parlez un peu du statut le kit maintenant des primes non payées, allez voir. C'est inoxydable, ce n'est pas explicable. C'est un truc qu'on dit, c'est pas un petit problème cette affaire-là. J'ai dit, on travaille 5 mois durant. Voyez-vous, monsieur Romial, vous travaillez 5 mois durant, d'accord? Et d'ailleurs, même si on devait vous payer, ce qu'on paie là, c'est des miettes. Quand on fait la différence des carburations, quand on fait la différence de la restauration et tout, l'enseignant n'a jamais eu... Non, mais je suis souvent écœuré quand je vois la situation de ces vacataires-là. Ils sont de façon permanente là, ils sont dans la dette. Et de l'autre côté, non seulement eux-mêmes, ils n'arrivent pas à assumer leurs besoins vitaux,
ils n'arrivent pas aussi à être responsables vis-à-vis de leurs devoirs envers leurs femmes, envers leurs enfants. Et tout ça, ils sont sujets de quoi? Oh, l'enseignement est un métier noble, hein, c'est une passion. Mais aujourd'hui, on arrive à dépassionner les gens au point où ils n'arrivent plus à enseigner comme cela se doit. L'enseignant qui ne mange pas, il est allé à l'école. Et les enfants sont là à bavarder. Quand vous parlez, soit vraiment un grand pédagogue, qu'il soit vraiment un grand pédagogue. Quand vous parlez de passion, je voudrais plus qu'on parle de vocation. Encore que la vocation aujourd'hui, il y a très peu qui ont, ou du moins, il n'y a pas beaucoup qui ont la vocation. Ils y sont, la plupart ils sont pour une période transitoire. Moi, je pense que devenir enseignant vacataire ne doit pouvoir pas être un échappatoire. C'est pas parce que je n'ai rien trouvé à faire qu'il faut que j'aille faire de la vacation. Monsieur, vous savez, vous permettez et vous allez remarquer, hein, sauf erreur de ma part, que la majorité, je ne veux pas donner une valeur, un pourcentage, mais la majorité aujourd'hui sont allés à la craie, hein, parce qu'ils ont estimé qu'ils n'ont rien trouvé à faire. Ça, il faut le dire. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est c'est justement un problème. C'est le plus grand problème, parce que quand vous tombez, il faut voir là où vous avez trébuché. Oui, parce que là, c'est dénué de toute vocation. C'est ça. Alors que, comme vous l'avez dit, c'est un métier noble. Un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est un sacrifice. Parce que vous enseignez des gens qui, quelques années après, viennent vous diriger. C'est ça, en fait, le métier d'enseignant. Donc, à partir d'un moment donné, vous devez pouvoir avoir une certaine vocation pour ce que vous faites, pour que même si vous voyez votre étudiant ou votre élève écolique des années après qu'il vous dirige, que votre fierté soit d'abord une fierté morale. Dit oui, je l'ai enseigné. Donc, à partir d'un moment donné, l'aspect pécunier dans ce métier, qu'est-ce qu'on peut donner à un enseignant comme salaire pour qu'il puisse être totalement à l'abri du besoin? Je pense que la première chose qu'un enseignant doit pouvoir, dont l'enseignant doit pouvoir être fier pour moi, c'est ce qu'il a gagné comme cette sensation d'avoir enseigné, d'avoir bâti la vie de l'autre. C'est ça, d'avoir participé, hein, à l'éducation d'un ministre, d'un directeur. Vous voyez, quand vous êtes enseignant... Mais au-delà de tout ça, il y a quand même des besoins vitaux. Oui, mais ça je suis entièrement d'accord qu'il y a des besoins vitaux. Mais le gouvernement a d'abord un problème. Le premier problème que le gouvernement a, c'est quoi? C'est par rapport aux enseignants qui sont agents permanents de l'État et contractuels. Ça, déjà, c'est un grand problème à régler. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il faut pouvoir... Non, parce qu'il faut pouvoir faire la part des choses. On ne va pas vouloir faire... il faut séparer les problèmes. On ne va pas quand même poursuivre deux lièvres à la fois. Le gouvernement doit pouvoir régler. Parce qu'eux, ils sont tout le temps en grève. Même l'année dernière, on a vu. Hein? Avant maintenant de penser aux vacataires. Mais il faut même saluer ce que le chef de l'État actuel fait. Parce qu'il y a toute une réforme au niveau des vacataires. Vous avez vu, on a changé le paiement des heures de vacation. Mais c'est vrai que ça a été fait proportionnellement au diplôme, mais c'est normal. Parce qu'en temps, c'était un foutu. Celui qui avait la licence gagnait presque la même chose, celui qui avait la maîtrise. C'était là. Donc aujourd'hui, il faut quand même. C'est vrai que c'est une parenthèse. C'est vrai que c'est une parenthèse que nous avons ouverte. Non, on ferme bien développer cette partie-là dans la parenthèse. Et c'est justement vous qui avez ouvert. Oui, et j'ai déjà la. Permettez-moi de. On la ferme. Maintenant, on va revenir véritablement. Je n'en dirai pas. Mais avant de revenir, permettez-moi. Nous revenons sur la thématique. La thématique, c'est bien l'évaluation. C'est vrai qu'on est en train de parler aujourd'hui selon les informations données par le ministre en charge de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, c'est que c'est des enseignants vacataires qui seront évalués. Est-ce à dire que les enseignants qui sont
agents permanents de l'État n'ont pas besoin d'être évalués pour d'éventuelles formations aussi? Si, tout le monde, on ne finit jamais d'apprendre. Tout le monde a besoin de se faire former et tout. Mais déjà, avant de mieux répondre à votre question, j'aimerais dire que mon papa me dit souvent quelque chose. Il dit, l'enseignement, c'est passionnant, c'est la vocation. Mais si vous cherchez l'argent, n'allez pas vers l'enseignement. Il a toujours dit. Et tous les enseignants, même si je suis d'accord avec vous, que nombre des enseignants comment on appelle ils vont parce que on voudrait un tremplin en attendant le mieux. En attendant et tout. Ils sont conscients du fait qu'on ne peut pas trouver, on ne peut pas aller chercher. Vous nous ramenez surtout, non, vous me ramenez toujours je sur la parenthèse. C'est juste c'est pour répondre, c'est pour mieux répondre à votre question que j'ai pris cet exemple-là, juste pour argumenter. Donc, pour revenir concrètement à la question que vous avez posée, c'est quoi? Aujourd'hui, moi je trouve que dire qu'on va évaluer les enseignants vacataires, d'accord, et je suis en droit de me demander à quelle fin. Puisque à ce jour, il y a des cas. Avant de venir ici, je ne sais pas si vous allez me permettre, mais j'ai annoncé l'émission sur mes statuts WhatsApp là. Tout de suite, il y a un enseignant, depuis à Klangpa m'appelle et il dit, Serge, tu sais que ce dont vous voulez parler là, il y a 1500 enseignants aujourd'hui qui sont dans le cas. Reconnus par l'État depuis 2007, ils étaient parmi ceux-là qu'on avait reversés dans l'enseignement et au temps du Yahi. Mais eux, par quelle magie, on ne sait pas, mais ils sont omis, ils sont oubliés. Depuis ce temps, les circonscriptions scolaires sont en connaissance de ce dossier et les ministres de tutelle, le chef de l'État lui-même. Depuis le gouvernement de 20, ils n'ont jamais régularisé le cas de ceux-ci. Ils vont à l'école sans même la moindre prime. On ne parle même pas des anciens vacataires où ils prennent au moins quelque chose. Eux, on leur promet toujours de leur revenir à la fin du mois. Vous aurez vos états. À la fin du mois, vous aurez vos états. Il y a des pères de famille. Je dis depuis 2007. Non, c'est juste un cas pratique. Ça là, c'est un cas pratique. Mais depuis 2007, qui ne concerne pas notre sujet. Près de combien? Près de plus que 10 ans. Et ceux-là sont dans le cas. Le gars, l'aîné soit-il, me disait avec tristesse qu'il serait dans la triste obligation de déposer la craie si cela ne change pas jusqu'au 31 décembre 2000. Et ça vous a marqué. Vous en avez profité pour ça m'a tellement marqué. J'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui le plus important, c'est d'évaluer ceux-là? Pourquoi ne pas chercher déjà à régulariser ceux qui sont là? Ou bien si on me dit qu'on veut comment on appelle, évaluer, voilà ces enseignants, ces 1500 enseignants, qui sont dans ces situations très délicates, qui sont soumis à la flagellation et au non-paiement ni de la prime, ni de leur salaire. On dit, celui qui travaille à droit à un salaire, tout travailleur a droit à un salaire. Serge, est-ce que vous moi, je pense, par rapport à l'évaluation, oui, moi, je reviens à l'évaluation. Tout à fait. Moi, je pense que le fait qu'on décide de faire une différence entre les enseignants vacataires et les agents permanents de l'État ou contractuels, ça peut se comprendre parfaitement. Vous savez, à part le fait que le régime défunt, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que, comme je le dis souvent, le diable se trouve dans les détails. Et il y a eu des reversements, disons entre griffes, il y a eu des reversements. En réalité, pour être agent permanent de l'État au Bénin, les tests sont clairs. Il faut aller à un concours. Et quand vous allez à un concours, c'est les meilleurs qui passent. Un concours, l'objectif... Non. L'objectif d'un concours, c'est que c'est les meilleurs qui passent. Un examen, si vous êtes moyen, vous passez. Mais le concours, c'est que vous êtes bon. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, à partir du moment donné, l'enseignant, agent permanent de l'État ou agent contractuel de l'État, qui a été recruté parce qu'il a fait un concours, on estime que cet enseignant-là a au moins le minimum. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, le ministre décide d'évaluer les vacataires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on ne les recrute pas études de dossier. Et la plupart font des facultés. Et la définition d'une faculté, c'est quoi? C'est que vous pouvez aller au cours,
ou pas, c'est facultatif, est-ce qu'on est d'accord? Donc, on peut dire que vous pouvez manquer le cours toute l'année. Après, si vous concentrez bien sur les cours, vous avez les examens et puis vous passez. Encore que vous n'apprenez pas souvent la pédagogie. Exactement. Donc, non, aujourd'hui, il faut le dire, qu'aujourd'hui, il y a une priorité au niveau du recrutement sur dossier des enseignants vacataires. Il faut avoir ceux qui ont le CAPES, ceux qui ont les diplômes pédagogiques sont prépondérants en termes d'études de dossier. Il faut le dire, ça, il faut saluer ça. Ouais. Et j'ai remarqué également, parce que, comme vous l'avez annoncé, j'ai fait les PAC. Tous ceux qui ont fait les PAC, par exemple, que je connaissais, qui étaient dans le secondaire, j'ai vu, ils se sont vus éjectés du système. Ça, on voit que c'est bien. Il faut le dire, ça fait mal, mais on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs, il faut le dire. Donc, à partir d'un moment donné, aujourd'hui, prioriser le fait qu'il faut évaluer les vacataires, c'est indispensable dans la mesure où l'État n'a pas vraiment les moyens de dire aujourd'hui, bon, quand je prends un ancien vacataire, voilà son niveau réel. En termes de... C'est difficile. Mais les autres, comme ils ont eu un concours, c'est normal. Maintenant, quand vous devenez agent par exemple, de l'État, que ce soit dans l'enseignement ou dans un autre domaine, il y a toujours des plans de formation. Ouais. Donc, on vous forme de temps en temps, des formations de renforcement de capacité pour vous donner un certain nombre de notions, pour permettre quand même d'être toujours actualisé, pour donner de la connaissance. Ce que n'ont pas les vacataires. Donc, à partir d'un moment donné, c'est important de les évaluer et de voir un peu maintenant, après l'évaluation, comment est-ce qu'on peut les accompagner, parce que, qu'on le veut ou non, l'État en a besoin. Tout à fait. Le système éducatif béninois, c'est vrai que nous déplorons un certain nombre de choses au niveau de notre système éducatif et donc il faut trouver des solutions et cela passe certainement par un diagnostic qui se base sur l'évaluation. Oui, je n'en disconviens pas. Je suis d'accord dès le début de cette rubrique. Je suis d'accord avec l'évaluation. Mais je dis aujourd'hui à quelle fin? Parce qu'il y a des priorités. Non, ce dont je parle, c'est quoi? Quelle est la priorité aujourd'hui? Je suis d'accord aujourd'hui. Oui. D'abord, je dis à quelle fin? Puisque aujourd'hui, dans tous les établissements, vous avez fait l'enseignement. Il y a l'AE des enseignants. Comment ça se fait? Vous avez suivi ça une fois? Oui. C'est un peu comme une formation. On évalue même les enseignants à ces AE-là. J'ai donné un peu les cours l'année passée. Et je sais comment ça se passe. Je peux vous dire que ce qui se passe, il y a des conditions, il y a des choses prioritaires qu'on devrait faire. Pourquoi l'État ne va pas disposer? Peut-être on dira, bon, avant de vous recruter, non seulement il y a l'étude des dossiers, après l'étude des dossiers, on recrute un bon nombre et on les évalue d'abord avant de les envoyer sur le terrain. Maintenant, pendant qu'ils étaient déjà sur le terrain, ils ont déjà fait près de 5 mois sans salaire. Or, ils ont des obligations. Je reviens toujours ici. Parce que vous trouvez toujours, il y a une vous trouvez toujours des opportunités pour revenir dans votre parenthèse. Il y a une priorité, c'est pas une parenthèse, ça c'est un fait réel. C'est les cas pratiques. On appelle ça là. C'est les cas pratiques. Oui, malheureusement, ce n'est pas le sujet qui nous rassemble ce soir. Oui, ce n'est pas le sujet, mais quand le sujet invite des cas pratiques en guide d'exemple, en guide d'illustration, on est obligé de le faire. Est-ce que si je vous comprends, je suis d'accord avec vous, monsieur Rongoui, je suis d'accord avec vous, monsieur Alavo, qu'on doit évaluer, c'est un devoir, on doit évaluer. Mais également, il revient aussi, c'est aussi un devoir, d'accord, pour les gouvernants d'aujourd'hui de prioriser certaines choses, comme quoi, aujourd'hui, ceux dont on a besoin, quand ils sont à l'aise, on leur dit, bon, venez, on va vous évaluer, ils vont courir. Et je dis, à quelle fin? L'État va les recruter maintenant. D'abord, les gens, on ne les paie pas. Ils sont déjà sur... Sous cette... On va pas dire qu'on ne les paie pas. Moi, ils sont déjà sur le joug de cette peur. Ce qui me dérange un peu... mais si je ne réussissais pas, ils allaient encore me renvoyer. Moi, ce qui me dérange un peu dans ce que vous dites, c'est le lien que vous trouvez, malgré tout ce que Romuald est en train de dire, c'est le lien que vous trouvez, le lien étroit que vous trouvez entre le non-paiement des salaires et l'évaluation. Moi, j'estime quand même que on peut faire un débat en laissant un peu le traitement salarial, parce que nous savons tous, vous savez, quand vous parlez ainsi, c'est comme si le gouvernement n'est pas, ils sont informés, et vous allez voir d'ici là, ils seront payés. Ils seront payés. Non, ils seront payés. Maintenant, c'est pas parce qu'à partir d'un moment donné, c'est pas parce qu'à partir d'un moment donné, le ministre n'a pas eu l'idée, au cours du traitement des dossiers,
de ces enseignants vacataires-là, de faire une évaluation avant de les prendre, qu'on va dire qu'aujourd'hui, que ce n'est pas opportun de le faire. Non, on peut faire l'évaluation à tout moment. On peut faire l'évaluation même à 2-3 mois de la fin de l'année scolaire. Ce qui est important, c'est d'évaluer. Oui, c'est d'évaluer. C'est après la mort, ça? Non, pas du tout. Ce qui est important, c'est d'évaluer. Quand on finira d'évaluer, on va faire le point. On va dire, bon, voilà, et pour l'année prochaine, voilà ce que nous allons faire désormais. Bon, voilà, ceux qui sont là aujourd'hui, que nous avons évalué, voilà leur niveau. On peut même les former directement. Monsieur, ce n'est pas... Pourquoi à chaque fois... Malheureusement, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de cette causerie. Il n'y a pas mot de fin. Le mot de fin est passé. J'aimerais attirer l'attention de mon aîné Ulrich que je ne singularise pas cette situation-là. Serge Defogui, vous êtes journaliste, spécialiste des questions d'éducation, fils d'enseignant, défenseur des enseignants aussi, on pourrait... Bon, juste pour vous taquiner, Ulrich Alavo, merci beaucoup à vous, entrepreneurs. Vous êtes également enseignant honoraire à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Merci pour ces moments d'échange. Et donc, c'est fini pour cette palabre du soir. Vous avez constaté cette vigueur. Voilà. C'est bien la jeunesse qui s'exprime par ici. Et donc, c'est la fin. Vous allez retrouver tout juste après nous votre magazine d'information en full foodé. C'est à 21h30 avant. Le plateau de Dieudonné Babatunde, c'est le citoyen. À 22h15, vous aurez le Fongbe. Le bâtonneau, c'est à 23h. Au bain à Ponquet, vous revient à 0h. Et en nouvelle diffusion, vous aurez votre émission le soir à 3h. Agréable nuit à chacun et à tous. Et surtout, prenez soin de vous.